pour que chacun ici, les membres du conseil communautaire, comprennent bien quels sont les enjeux et comment nous allons avancer avec tout ça, et puis puisse, le cas échéant, vous poser aussi les questions qui nous brûlent. Merci beaucoup. Bien, merci à tous. Donc on va se présenter rapidement. Donc moi, Sylvain Auger, je suis ingénieur forestier au Centre régional de la propriété forestière. C'est un organisme public qui travaille dans les Alpes depuis maintenant une bonne quarantaine d'années. Et on s'occupe uniquement des forêts privées. Vous connaissez tous l'Office national des forêts. Et en fait, on a un peu l'équivalent pour la forêt privée. Et je présente Caroline Limouza, qui est la technicienne du secteur Tarentaise-Vanoise pour le CRPF, et qui a succédé à Flavien Alfero, qui a travaillé pour le syndicat mixte de la PTV, c'est le syndicat mixte, oui, c'est ça. Voilà, de la PTV, il y a maintenant une petite dizaine d'années, je pense, à peu près 6-7 ans. Voilà, donc on va vous présenter l'action de bourse foncière forestière qu'on a menée sur notre territoire sur les années 2019-2020. Et puis, dans la foulée, on va vous présenter la suite, enfin déjà les résultats, puis la suite qu'on pourrait donner à cette opération foncière et les opportunités que ça pourrait représenter pour les collectivités locales et les forestiers privés de votre territoire. Donc, l'objectif de la convention, c'était la précédente convention 2019-2020, c'était la création d'un portail géographique de bourse foncière forestière. C'est un outil qui a été financé au niveau national par le ministère de l'Agriculture et qu'on peut développer au niveau local avec des partenariats territoriaux comme le vôtre. Là maintenant, c'est le transfert des données de ce site qui désormais est pérenne. C'est-à-dire que le précédent site, on avait déjà mené une bourse à l'époque chez vous, me semble-t-il, avec un autre partenaire. Il fallait chaque année repayer des licences et de la maintenance. Là, désormais, on a un site qui est durable dans le temps et financé par des fonds publics et durable au niveau national. Donc, on a engagé une opération, Caroline a engagé, pardonnez-moi, une opération de communication auprès des propriétaires forestiers avec la réalisation de réunions publiques. Après, tu vas détailler ou c'est la seule diapo? Après, il y a un peu des détails de résultats. D'accord, alors je déroule. C'est moi qui ai le micro, mais si tu veux reprendre, n'hésite pas. Au moins, toi, tu portes. Ok. Donc, en fait, des réunions publiques à l'occasion de la mise en place de cet outil, avec un courrier d'information à chaque propriétaire de votre territoire, de votre communauté de communes. Et ensuite, par la suite, Caroline a animé et a conseillé les propriétaires pour les aider à mettre en ligne. C'est une action qui est gratuite pour les propriétaires, un peu comme le Bon Coin, mais pour le foncier forestier, à mettre en ligne, à vérifier déjà que le propriétaire est bien propriétaire de ses parcelles, et après à mettre en ligne une offre de parcelles sur les formulaires qu'elle aura reçus au bureau. On a également accompagné les associations de propriétaires dans différents projets locaux qu'on va sans doute développer dans les prochaines diapositives. Le CRPF est un établissement public en charge du développement de l'animation de bourses foncières. Et on travaille aujourd'hui avec 14 territoires sur les pays de Savoie en partenariat. Et j'ai calculé une chose, il y avait 16 communautés de communes qui avaient signé un partenariat sur le foncier pour des bourses foncières forestières. Alors c'est un outil qui à la base est un outil dédié aux forestiers privés, mais qui a de réelles opportunités par rapport à l'aménagement du territoire. Il y a de plus en plus de collectivités qui veulent faire de la réserve foncière pour pouvoir négocier, c'est mieux, voilà, pour pouvoir négocier le jour où ils installent un relais, le jour où ils ont des travaux à faire, une bourse forestière ou des choses comme ça. Donc en fait, il y a un intérêt pour la forêt privée, mais également pour les collectivités locales au titre de l'aménagement du territoire. Donc les résultats. Mise en ligne de l'interface en mars 2019. Envoi de courrier, un peu plus de 2000 courriers sur votre communauté de communes, le cœur de Tarentaise. De réunions d'information en juin, 26 et 28 juin à Moutier et à Belleville, les Bellevilles. Une trentaine de personnes à chacune des réunions. Il faut dire qu'on avait déjà mené cette action 4 années auparavant. Et j'ai souvenir d'une réunion un soir à Voselles. On avait un peu plus de 100 personnes alors qu'il neigeait en janvier. Ça témoigne quand même de l'intérêt de ce type d'outil et de la question du foncier pour les propriétaires forestiers de votre territoire.
Donc, premier conseil, contact téléphonique dès que les courriers sont reçus et mise en ligne, et accompagnement des propriétaires, acheteurs et vendeurs. Alors là, pour les chiffres, par contre, Caroline, je suis navré, mais ça va pas être facile. Tu vas devoir jouer de la voix. Ouais. Alors, au niveau des chiffres, on a un nombre d'offres publiées au 8 décembre 2020 qui était de 30 offres sur le territoire, qui représentait un total de 26,63 hectares de parcelles mises en ligne. Donc, pour vous donner une idée, il y avait 321 parcelles sur ces 26 hectares, donc ça témoigne du morcellement qu'il y a sur le territoire et de l'intérêt de mener ce type d'action pour essayer de les regrouper pour pouvoir mener des actions de gestion durable dans vos forêts. Voilà. Donc, le nombre moyen de parcelles par offre, c'était à peu près 11 parcelles. Voilà. Le nombre minimum, on avait une parcelle pour une offre, sinon c'était on avait une offre avec 61 parcelles. Donc voilà, ça tient vraiment de ce morcellement. Au niveau de ce qu'on pourrait attendre comme retour, on n'a pas eu spécialement de retour de ce qui a été réellement vendu, on ne sait pas trop ça, parce que c'est des choses qui se passent directement entre vendeurs et acheteurs, donc on n'a pas forcément les retours, témoignages de ces personnes-là, puisque par le biais du site, en fait, ils sont directement mis en contact et ils peuvent interagir librement entre eux. On ne rentre pas dans les opérations commerciales, c'est-à-dire après ça relève d'une négociation entre un acheteur et un vendeur. Non, mais juste, la CNIL, par rapport à l'informatique et liberté, nous autorise juste à informer quand un vendeur se manifeste ou un acheteur se manifeste, de le mettre en relation avec le vendeur. Et après, notre action s'arrête là. Voilà. Sur cette bourse, ce qu'il faut savoir, c'est que la convention avait été faite en 2019, donc pour une durée d'1 an. Mais depuis, j'ai encore des appels régulièrement de personnes qui me demandent de mettre en ligne des parcelles sur le site internet. Donc c'est toujours un intérêt derrière cela. Ce qui est prévu donc, dans les perspectives 2021, c'est de renouer un partenariat. Effectivement, on a une convention qui a été re-signée pour 2019-2020 et l'idée c'était de poursuivre. On a fait que la première étape, c'est-à-dire quand on met en place une bourse, l'idée c'est derrière, une fois qu'il y a de la surface à vendre, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on a différentes propositions d'action sur le foncier qui est disponible? Donc la première chose qui a été proposée pour 2021, c'est de poursuivre l'animation de bourse foncière. C'est d'accompagner également les structures de développement avec l'association des forestiers privés de l'Union des forestiers privés de Savoie, section parenthèse danoise, de sensibiliser les propriétaires sur l'entretien du patrimoine forestier, notamment avec une notion de protection et de qualité paysagère, et de développer la communication sur l'activité forestière par l'information et l'éducation aux enjeux. Alors j'en ai parlé de la protection des biens et des habitations, mais également des espaces, des bénéfices carbone que produit la forêt. Un petit mot sur le carbone, la forêt séquestre à peu près entre 15 et 20% des émissions CO2 liées à l'activité humaine. Donc il n'y a que 2 espaces qui séquestrent du CO2, c'est les océans et les forêts. Donc pour les océans, pour la Tarentaise ou la Vanoise, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, pour les forêts, on a un vrai potentiel. Et à titre d'information, j'en profite, lundi prochain, on va inaugurer le premier chantier de la veille bas carbone signé par le ministère de la Transition écologique en périphérie de Chambéry. Et c'est le premier signé au niveau savoyard, validé par le ministère, avec une compensation d'un peu plus de 600 tonnes de CO2. Donc les propositions, c'est la poursuite de l'animation. On en a parlé, accompagnement du développement de l'association, identification. Alors oui, l'idée c'était de relancer la bourse. Donc la relance de la bourse va passer par une relance téléphonique de l'ensemble des propriétaires qui sont référencés sur le site, les informer, de prendre des questions pour savoir s'ils ont vendu ou s'ils n'ont pas vendu, d'actualiser l'offre. Et on va faire également, on propose de réaliser également un travail de contact de l'ensemble des propriétaires voisins pour savoir s'ils seraient intéressés pour acheter, ce qui permettrait de purger le droit de préférence, ou à défaut s'ils seraient intéressés pour vendre, ce qui permettrait d'agrandir le bien qui est à la vente. Vous avez vu que c'est ultra morcelé, l'idée c'est d'avoir une offre qui petit à petit fasse boule de neige pour avoir une surface qui soit de plus en plus intéressante. En parallèle de cette action foncière, purement foncière, l'idée c'était également de vous faire un accompagnement sur l'identification
les peuplements forestiers les plus vulnérables au changement climatique. On est, nous, forestiers, de plus en plus confrontés à cette évolution climatique et on commence à avoir des peuplements qui sèchent dans certains coteaux. Il y a des attaques de scolytes qui sont liées à un affaiblissement des arbres sur l'épicéa. Et l'idée, c'est de nous sortir une cartographie complète des secteurs qui seront les plus sensibles à cette évolution climatique pour l'anticiper. Il pleut de moins en moins d'eau durant la période de croissance, l'été. Il faut que ce peu d'eau soit partagé par un peu moins d'arbres. Donc l'idée, c'est de décapitaliser un peu les forêts pour que ceux qui sont encore en place puissent avoir suffisamment d'eau pour subsister. Enfin, l'idée, c'était aussi de proposer une stratégie liée au risque. Vous avez un secteur où la forêt a un vrai rôle de protection sur les routes, sur les habitations, et c'est de croiser ces éléments-là entre l'évolution climatique qui pourrait faire dépérir certains peuplements et les zones à risque identifiées pour savoir si on a des secteurs sur lesquels il est nécessaire d'intervenir rapidement pour garantir la protection des biens et des habitations. Et enfin, on avait proposé également au territoire, dans l'offre qu'on vous a faite, de vous accompagner sur la séquestration CO2. Vous êtes un territoire très touristique avec des stations de ski et on cherche des partenariats privés notamment pour essayer de compenser les émissions CO2 liées à l'activité touristique. Ça passe par la gestion forestière avec une quantification du volume de carbone qui pourrait être stocké lié à des actions forestières. Donc c'est des partenariats qu'on a menés. Comme je vous le dis, là on fait une visite lundi prochain avec un partenaire qui est un transporteur, il s'appelle VIA, et qui a pu compenser un peu plus de 600 tonnes de CO2 sur un peuplement qui avait des scolités, donc dégradé. Et on remet en état ce peuplement et on calcule le bénéfice carbone qu'il va pouvoir produire. On a également des partenariats en ce moment assez d'actualité avec le Tour de France. On a 3 plantations qui sont prévues sur le secteur de Maglan et Salange, alors on est sur la Haute-Savoie, liées en partenariat avec la société ASSO du Tour de France. On vient de signer également avec ENGIE pour également la remise en état de peuplement sinistré. Le plan de financement prévisionnel, et j'en aurai terminé avec mes 20 minutes, on considère que cette animation représente 46 jours. Le coût unitaire de la journée est à 403 € hors taxe, ce qui fait une prestation annuelle de 18 500 €. Vous avez vu le silence, hein, on va en parler d'argent. Merci Sylvain de ces éléments. Pascal Chaudon nous a rejoint. Et Pascal, tu peux peut-être te présenter, je ne suis pas certain que tout le monde te connaisse. Oui, je le connais. Je suis Pascal Chaudon, le président du groupement des sylviculteurs sur le territoire. Donc, je suis Pascal Chaudon, le président des sylviculteurs en charge sur le territoire. Donc, le groupement est aujourd'hui constitué d'à peu près une vingtaine d'adhérents qui se construit au normalement, on va dire. Donc, vu l'exposé, vous avez pu voir un peu tout ce qui se remet au niveau de l'organisation et tout ce qu'on organise au niveau du groupement. Et je vais dire un dernier mot, je pense que la forêt, je vais comparer ça comme un jardin. Je pense que déjà, il faut savoir où elle est, y aller, l'entretenir et la faire fructifier. Donc je pense qu'à partir de là, vu le morcellement et tout, je pense qu'on ne va pas revenir sur la discussion. Donc voilà. Merci Pascal. Donc, effectivement, le groupement de sylviculteurs, il est né des dynamiques qui ont été installées ces dernières années à la faveur des partenariats que nous avions avec le CRPF. C'était intéressant d'avoir ce témoignage de Pascal. Comme vous l'avez compris, on a un patrimoine boisé qui est important en forêt publique, et ça c'est le rôle de l'ONF, en forêt privée, et c'est le sens de ce qu'on peut travailler avec le CRPF. Sauf que la question forestière, elle ressemble finalement aux autres sujets sur lesquels il est indispensable d'avoir une animation. Ce qui est un élément qui renforce la difficulté, c'est qu'on a un morcellement du foncier sur nos territoires qui est très important. Et donc, si on n'a pas des dynamiques de massification, il est absolument impossible de pouvoir engager une gestion, sans même parler déjà d'une exploitation. On a un certain nombre d'exemples qui sont très positifs en la matière, qui nous permettent
d'avoir des recensements de population, de la gestion ensuite de ces peuplements et une valorisation au centre de l'exploitation, au sens aussi tout simplement de la gestion des peuplements forestiers. L'élément nouveau que nous n'avions pas dans la dynamique antérieure et dans la bourse forestière, c'est la question du développement durable, la question de la séquestration de carbone et la question de l'évolution climatique, ce qui impose de penser aussi à la résilience des peuplements qui sont installés. C'est les éléments complémentaires qui ont été ajoutés par rapport à la convention initiale et qui font un peu grimper la facture, d'ailleurs il faut le dire, et sur lesquels, lors de nos précédents échanges, le faire c'est bien, mais le dire c'est indispensable, parce que cette question de la séquestration de carbone et de l'effort de gestion qui permet de démultiplier la manière avec laquelle on fait la séquestration mérite d'être expliqué, parce que c'est pas, on peut pas le comprendre juste en regardant comment évolue la forêt devant nos yeux. Donc là aussi, il y a un rôle d'animation, mais qui est, je dirais même plutôt un rôle de médiation, même, que nous avons donc demandé au CRPF d'intégrer dans la convention qui vous a été présentée ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Georges, j'ai l'impression que tu voulais parler tout à l'heure. Oui. Durant le premier mandat que j'ai exercé, j'étais vice-président de l'agriculture à la TV. Je m'avais demandé de m'occuper de la forêt. On avait mis en place effectivement la bourse foncière forestière. Lors de cet échange, on était précurseurs à cette époque-là, et c'était près de 60 hectares qui ont changé de main. C'est-à-dire qu'on a été vendus, échangés, et il y a le droit de préférence, effectivement, qui est à souligner. C'est comme pour les parcelles agricoles, c'est le voisin qui a le droit de préférence avant d'aller chercher ailleurs. Donc il faut purger cela, et donc c'est un travail qui était conséquent et qui était fait par le CRPF. De là, on a décliné plusieurs choses. On avait décliné aussi des stages pour sécuriser l'abattage en forêt, ce qui nous est revenu en pleine poire, si je peux me permettre, par le ménage, il n'y a pas très longtemps, puisque vous avez décidé de ne plus allouer de bois aux particuliers, et il a fallu mettre en place un stage de bonne pratique. Et donc, si vous n'avez pas des chiffres, moi j'en ai quelques-uns, je suis en 2014, c'était vraiment une bourse qui a été vraiment, vraiment efficace sur toute la parenthèse. Voilà ce que je voulais dire, c'est une aide quand même aux propriétaires particuliers pour gérer leur forêt, qui est très très difficile, très très lourd à mettre en place, mais qui est indispensable. Merci Georges de ce témoignage. D'autres remarques ou questions? Tout est clair, quel bonheur. Vous êtes très bon, hein, si je... Je vous remercie. Je peux rajouter deux mots. Ah oui, oui. Juste pour que les gens s'imaginent un peu, enfin, comprennent bien l'intérêt de la pompe à carbone que représentent les forêts. Les forêts, quand elles poussent, elles séquestrent du CO2. Et tout ce qui restera, il y en a autant dans le sol que la partie aérienne. Donc la partie aérienne, de leur qu'on coupe, on brûle, on relâche le CO2 dans l'atmosphère. Donc on a un bilan qui est neutre par rapport à l'énergie. Par contre, ce qui reste dans le sol se minéralise et reste à jamais dans le sol. Donc il y a au moins 50% de la croissance de l'arbre qui reste en minéralisation. Ensuite, les forêts, elles stockent. Tout ce que vous voyez là, c'est du carbone en barre. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas détruit les planches qui sont là en bardage, c'est du carbone qui a été stocké dans un arbre, qui est passé en planche et qui reste en stock. Mais pendant ce temps-là, la forêt continue à pousser et à pomper tous les jours. Et enfin, le bois, c'est une substitution, c'est-à-dire quand vous utilisez du bois, vous n'utilisez pas du béton, de l'acier ou de l'aluminium, qui est émetteur de CO2 de manière considérable. Hein. Le béton, il faut brûler de la chaux, et l'acier, c'est encore pire. Donc c'est un matériau qui produit énormément d'énergie pour être produit. Alors que le bois, c'est l'inverse. Il séquestre énormément d'énergie pour être produit. Donc de CO2 pour être produit. Donc c'est ultra bénéfique. Quand on ajoute tous les bénéfices, ça devient considérable. Et enfin, à la destruction, ça va repartir en bois énergie. On espère que ce sera recyclé. Et si ça repart en bois énergie, ça évitera de consommer des énergies fossiles qui sont également émettrices de CO2. Donc tout ce cycle vertueux, on essaye de le faire reconnaître et c'est ce qu'on met en place avec une labellisation ministérielle pour bien montrer que ce n'est pas que du greenwashing. On a le tampon du ministère de la Transition écologique et solidaire sur ces labels bas carbone. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Sylvain,
le différentiel entre une forêt gérée et une forêt non gérée sur la part de carbone stockée? Ah ben, on a un rapport de 1 à 5. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, naturellement, les forêts séquestrent 2 à 3 mètres cubes de CO2 par hectare et par an. C'est l'accroissement naturel. Si en revanche, on ajoute la séquestration, le stockage, la substitution, au bout du compte, plus on fait de la qualité, plus on améliore le bilan CO2, et l'État et les investisseurs ne reconnaissent que l'additionnalité, c'est-à-dire qu'on considère que le bénéfice naturel de la croissance annuelle des forêts, c'est le point zéro. Si on améliore ce point-là, là on peut passer des contrats de compensation. Très bien. Georges? Il y a derrière tout ça, effectivement, aussi pour les touristes qui viennent nous voir en belle parenthèse, c'est de savoir comment on pourrait effectivement aussi compenser un petit peu les CO2 qui sont rejetés par les voitures et comment on pourrait compenser tout ça. Donc il y a un double intérêt. Il y a la séquestration de puits de carbone, il faudrait puits de carbone, et puis comment on peut nous aider aussi à compenser cette pollution en parenthèse avec les voitures thermiques. Oui, nous on milite pour une relocalisation de la taxe, c'est-à-dire que des fois il y a des compagnies aériennes qui donnent un bon esprit en se disant j'ai compensé en Finlande, surtout dans les pays chinois et autres. Mais voilà, on plaide pour une relocalisation de cette taxe parce que ça fournit également du paysage et quand les touristes viennent dans dans vos très beaux paysages, ils consomment de la forêt visuellement. Donc il faut pouvoir les entretenir et pour ça il faut trouver des partenariats et des partenariats gagnant-gagnant. Très bien, merci. Et ça renforce encore le sujet de la médiation, ce que tu viens de dire, Georges, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Sinon, écoutez, on va vous remercier de votre présence à nos travaux en ce début de réunion. Merci à vous. Et on reviendra rapidement vers vous. Merci. 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 Alors, sans vouloir précipiter nos travaux, je voulais juste vous rappeler qu'à l'issue, on est attendu au Chalet du Lac. Voilà, au Chalet de la Trappe, pardon. Le Chalet du Lac, c'est là où nous sommes. Le Chalet de la Trappe, c'est là où nous allons aller. Et on en profite pour remercier Annie, auquel j'associe Daniel, de nous accueillir ce soir à Haute-Cour. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas délocalisé. Ça fait du bien de pouvoir bouger un petit peu. On a quelques procurations pour ce soir. Merci. De Florence à Donatienne, de Hubert à Noëlla, de Aïcha Demonazama à Christine Bermond, de Chantal Martin à Marquis Moon, de Florence à Donatienne, il est là aussi, de Florence Capetta à Guillaume Cusset, de Sandra Favre à Claude G, de Éric Laurent, qui s'excuse. Tout simplement. De Christian Octon, qui s'excuse également. Et voilà. Heureusement, il en reste quelques-uns. Je dis ça, c'est pour la recette du Chalet du Lac. Alors, nous avons désigné notre secrétaire de séance, qui sera Gilles. Quelqu'un d'autre? Daniel, voilà. Nous avions approuvé le PV de notre réunion du 25 mai dernier. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce PV? Il n'y en a pas, Kirsten, donc tout va bien. Ensuite, s'agissant des décisions qui ont été prises du 18 mai au 7 juin, nettoyage du décanteur du plan d'eau d'Haute-Cour auprès de l'entreprise Marquiello pour 3 552 €. Soleus pour des contrôles d'équipements sportifs et récréatifs toujours Haute-Cour pour 240 €. Un drainage du plan d'eau à Haute-Cour Créa-TP Montagne 2640,60 €. L'abonnement au marché public auprès de Delatis pour 588 €. Un renouvellement d'ordinateur pour la maison de coopération intercommunale pour 7 843,20 €. SDI pour des remplacements extérieurs, extincteurs, la SDI pour 531,12 €. Des produits d'entretien pour la maison France Service pour 40,96 €. Des batteries
pour 200,45 €. Les containers semi-enterrés pour le verre, 9 999,60 € auprès des Colors et auprès de SE pour 4 130,88 €. Et toujours auprès de SE pour les containers ordures ménagères pour 712,44 €. Une intervention dépareuse sur la route de la déchetterie pour 562,80 €. S'agissant des décisions du bureau, l'approbation d'un devis d'aménagement extérieur pour le gymnase Barbier, qui est le gymnase en cours de construction. Il s'agit de l'aménagement paysager, on va dire, qui est contre le bâtiment. L'approbation de devis pour les travaux de renfort du point de collecte des déchets du pont des Plaines à Notre-Dame-du-Pré. Il y aura sans doute, même si ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, un devis complémentaire pour les containers de Villarangé. J'ai vu passer, Georges, une mauvaise nouvelle. L'approbation de participation au pré-fonctionnement de la MCI entre notre communauté et le syndicat intercommunal du bassin des Taurons à compter du 1er janvier 2021. L'approbation de convention de mise à disposition d'agents dans le même cadre avec le syndicat des Taurons. Et enfin, l'approbation d'un avenant à la convention de services communs bâtiment et électricité. Ces conventions évoluent pour que nous prenions en compte les évolutions d'utilisation du service partagé entre les collectivités qui sont partenaires. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces décisions? Oui, Noëlla. J'en ai une pour le prix du 7000 du PC, 7000 €. C'est une flotte de PC. Ah, bon. Oui. J'ai dit un remplacement d'ordinateur, mais c'est des ordinateurs. Pour être précis. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ces décisions? On passe donc au point 4, qui est la suppression et création d'un emploi permanent suite à avancement de grade. On est ici sur le technicien Gémapi Déchets, qui, à la faveur des évolutions de sa carrière, alors qu'il était technicien principal de 2e classe, peut devenir 1re classe. Donc, pour permettre cette évolution, on supprime un poste de technicien principal de 2e classe et concomitamment, on crée un poste de technicien principal de 1re classe. Vous êtes habitués, hein, je crois, à ce genre de mérite. Est-ce que ça appelle des remarques ou des questions? Je vous propose donc que nous adoptions, s'il n'y a pas d'opposition ou d'abstention. Et je... Ah, alors, je dis, à la demande de Claude, le point 5 concernant les subventions aux associations. On parle d'associations, c'est plutôt des engagements auprès de partenaires, mais pour qui le financement que nous apportons est intégré comme une seule subvention. Il s'agit tout d'abord de Alizé Savoie, donc Alizé Savoie qui intervient pour notre compte dans le cadre de sujets en lien avec l'économie, pour un montant de 1088 €, et on intervient sur une période de 3 années civiles, c'est-à-dire 3264 €. Une demande de 4000 € auprès de Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, ce qui intervient dans le prolongement des évolutions de compétences imposées par la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République, où pour le choix que nous avons fait en Savoie a été de maintenir Albéric Tarentaise Expansion, Montréal Expansion, l'agence économique de la Savoie, dans les différentes implantations. Pour ce qui nous concerne, c'est notamment une implantation principale à Albertville, de ce qui était antérieurement Albéric Tarentaise Expansion. Et nous avons pris, à l'époque conventionné avec la région, et plus précisément avec Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, pour que nous participions, comme toutes les collectivités, comme toutes les communautés de communes de Savoie, pour maintenir ces services de proximité. Et c'est pour nous un engagement de 4000 €. Voilà. Et enfin, troisième proposition, qui est une demande de 3400 € de la Ligue contre le cancer,
dans le cadre d'une convention, comme on l'a tous connu depuis très longtemps, de partenariat sur le tri du verre. Donc, comme il nous est possible sur les finances d'ajouter ces subventions, eh bien, nous vous proposons d'adopter et de valider ces 3 propositions. Est-ce que ça appelle des remarques ou des questions? Pas spécialement. On met donc aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Le point numéro 6 renvoie à un sujet que nous avions déjà évoqué, Daniel, qui est une convention à intervenir avec la SENCODA, et qui est une convention d'utilité sociale, qui est une démarche obligatoire pour les bailleurs sociaux, mais qui n'est pas une démarche obligatoire de notre engagement à leur côté. Cet engagement, d'ailleurs, de notre part, il est totalement déconnecté d'aucune participation, et c'est plus un engagement moral, je dirais, de partager ce qui est intégré dans cette convention d'utilité sociale, en sachant que ça intéresse le parc qui est situé à Pomblières, notamment, et à Saint-Marcel notamment, et à Pomblières en particulier. Voilà. Voilà. Et donc, sur ce sujet, vous vous souvenez, on l'avait retiré de l'ordre du jour parce qu'il y avait des inquiétudes. Depuis, nous avons eu l'occasion d'aller faire une visite sur place pour se rendre compte des difficultés qui étaient identifiées. À cette visite était présent un représentant de la commune de Saint-Marcel, la SENCODA par 2 ou 3 de ses représentants, et la communauté de communes. J'y étais accompagné de Johan et de Magali Noto. On a eu l'occasion d'identifier les sujets qui étaient opposés. J'avais reçu des éléments d'information de la CNL par ailleurs, et on s'est assuré que les sujets qui étaient visés étaient pris en compte et qu'il n'y avait pas de sujet latent du côté de la commune, du côté des élus. Donc on peut considérer que les différents sujets qui ont été évoqués sont pris en compte. Voilà. Ce qui nous permet de revenir devant vous avec cette convention d'utilité sociale et de la valider, notamment des engagements que prend le bailleur social pour la tenue et l'amélioration des bâtiments dans les années à venir. Moi, je dois dire que la visite qu'on a effectuée a permis de voir qu'on avait un parc qui était en bon état, globalement, avec SENCODA, et avec une très bonne tenue par les locataires de l'ensemble de ces bâtiments. Voilà. C'est ça. C'est ça, tout à fait. C'est ce qu'on a retracé l'histoire. Ça a au moins eu cet intérêt, c'est qu'on a pu retracer un peu l'histoire et les engagements qui ont été ceux de la SENCODA depuis, et ceux de la commune d'ailleurs, et ceux du département par ailleurs, puisque tu dois te souvenir, Daniel, qu'au moment où la mutation du parc s'est faite, il y a eu un engagement sur des parcs de jeux pour les gamins, des voiries qui ont été reprises, et ce qui a permis d'entraîner des financements croisés sur cette affaire. Voilà. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire, parce qu'il y a évidemment quelques plaintes légitimes qui avaient été remontées, mais qui sont des sujets qui sont pris en compte par le bailleur. Voilà. Est-ce que tu veux peut-être compléter, Daniel? Non. On constate qu'il y a beaucoup de mouvements. Oui, il y a plus de mouvements à la SENCODA que chez les locataires dans le bâtiment. Il y a beaucoup de mouvements. Ouais. Ça s'explique qu'au présent, il n'y a plus que même pas 50 personnes qui travaillent visibles de la commune. Il y a principalement l'extérieur. Il y en a qui viennent, qui repartent. Voilà, c'est le changement. Ok. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur ce sujet? On va donc le mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Je passe la parole à Jean-Paul concernant les sentiers sur les belles villes. Oui, donc il y a lieu de décider du choix du prestataire pour l'entretien
en 2021 des sentiers intercommunaux sur la région des Belles-Villes. Donc nous avons fait un appel d'offres pour ces entretiens. Nous avons eu 3 réponses. La Régie des pistes, les guides des Belles-Villes et l'ONF. Et nous avons étudié ces 3 devis et nous vous proposons ce soir de choisir les guides des Belles-Villes pour l'entretien sur les sentiers. Donc je vous rappelle le sentier du Grand Tour de Tarentaise, le sentier du Tour de la Pointe de la Masse et les accès sentiers retour des 2 Via Ferrata. Donc ces prestations dont vous avez le détail sur vos documents, le montant de ces prestations annuelles est 59 400 € au TTC. Voilà, donc je vous propose d'accepter le devis des guides des Belles-Villes pour l'entretien des sentiers intercommunaux des Belles-Villes. Merci Jean-Paul. Donc, offre la plus pertinente et consultation pour 2022 à venir à l'automne prochain. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce sujet? Je propose donc de mettre aux voix les oppositions, les abstentions. Merci. On poursuit avec un avenant à la maîtrise d'œuvre de la voie verte. Alors, la voie verte, donc, nous sommes en train de travailler là-dessus depuis 2 ans. Nous avons choisi un prestataire pour nous accompagner, qui est un groupement de 3 entreprises, Hugues Savoie, SG Ingénierie et Indigo. Le mandataire étant Hugues Savoie. Il se trouve que Hugues Savoie a été mis en liquidation judiciaire en février 2021 et que nous nous sommes retrouvés sans plus personne à la tête de cette maîtrise d'œuvre. Donc nous avons choisi et nous avons cherché un remplaçant qui veut bien reprendre le contrat dans ses termes et également le montant de ce qui avait été défini. Et nous avons trouvé une entreprise qui s'appelle le cabinet Merlin, qui est d'accord pour reprendre le travail qui a été fait par Hugues à l'époque et ses associés. Bon, il se trouve que dans cette affaire, on a perdu 1 an, parce qu'il va être obligé de recommencer quasiment depuis le début, parce qu'on n'a pas réussi à récupérer tous les documents après la liquidation de la société Hugues Savoie. Voilà, donc pour accepter le cabinet Merlin, on vous présente un avenant pour qu'il devienne titulaire du marché et mandataire du groupement avec les 2 autres entreprises qui, elles, ne changent pas. Merci. Ça fait partie des aléas malheureux qu'on peut avoir dans le cadre de prestations qui sont confiées à des partenaires. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce sujet spécialement? On va donc mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est parce que j'ai dit qu'on allait au chef de la trappe, il ne peut pas y avoir de questions. Jean-Paul, encore, pour une attribution de marché concernant une passerelle au Benouillet. Voilà, donc vous savez qu'on a des travaux prévus sur les berges du Doron, ouvrière, et également le changement d'une passerelle pour permettre à la machine qui dame les pistes de ski de fond de pouvoir passer en toute sécurité. Donc ce travail a été, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année passée, on avait annulé les appels d'offres parce que c'était beaucoup trop cher par rapport à l'offre, la proposition qui a été faite par notre maître d'œuvre. Donc on a remis après négociation le maître d'œuvre Abbesse au travail, qui a refait une estimation et qui a refait les appels d'offres pour pouvoir faire ce chantier, donc renforcement des berges et refaire la passerelle au-dessus de la frayère. Donc après analyse des offres qu'on a reçues,
l'entreprise retenue est l'espace vert Savoie-Mont-Blanc, pour un montant de 87 331,50 €, alors que le maître d'œuvre à Brest nous avait donné une estimation de 87 000. Donc on est dans les clous. Alors, ce qu'on vous propose, c'est donc de signer le marché avec cette entreprise qui est d'ailleurs prête à démarrer. On a d'ailleurs réunion dans 15 jours pour pouvoir démarrer le chantier, qui, bien entendu, sera fait qu'à partir du 1er septembre, puisqu'on n'a pas l'autorisation loi sur loi avant, mais il faut qu'ils mettent en place ce chantier, et donc il aura un peu de temps pour tout installer et pour que ça aille très vite. Voilà, donc marché de travaux, élargissement de la passerelle, restitution des berges sur le plan d'eau des Bruyères par l'entreprise Espace Vert Savoie-Mont-Blanc pour un montant de 87 331,50 €. Merci Jean-Paul. Sujet important puisque ça fait longtemps effectivement qu'on en parle. Les brouillards sont dans l'actualité puisqu'il y a des réflexions plus globales que cette seule question de la passerelle. Et sans doute qu'on aura l'occasion d'en reparler prochainement. Voilà, il y a une première rencontre qui s'est tenue, et ce qui nous permet enfin de faire de la gestion de milieu aquatique et pas uniquement de la protection contre les inondations, Daniel. C'est une bonne nouvelle. Et les brouillards sont par ailleurs dans l'actualité puisque le 13 juillet prochain, c'est le lieu que nous avons retenu pour aller signer le contrat de relance de cette transition écologique, parce qu'on trouvait qu'il y avait une belle symbolique de ce lieu, au-delà d'ailleurs du fait que les projets qu'on y envisage sont recensés dans le CRTE. Voilà pourquoi on parle à nouveau des brouillards. Oui, Guillaume. Il n'y a que la Comcom qui paye la passerelle. Oui, c'est la Comcom qui paye la passerelle, puisqu'on est sur notre champ de compétences, en fait. Voilà. Claude, tu veux intervenir? Non. Le premier comité de pilotage de l'ensemble de la société a eu lieu et que c'était intéressant. Là, ça permet à tout le monde de prendre connaissance de toutes les thématiques. Alors, on s'y perd un peu dans qui est compétent dans quoi, mais je pense qu'on y verra beaucoup plus clair au bout de quelques réunions. Voilà. Oui, tu as raison de dire ça, mais d'ailleurs pour l'usager, lui, il s'en contrefou de savoir qui est compétent sur quoi et ce qui compte, c'est effectivement le résultat. On est sur un site qui a de nombreux enjeux, entre du patrimoine bâti, du patrimoine naturel, de la valorisation de la médiation, de l'espace naturel de visite et de randonnée. Enfin, voilà, il y a vraiment une multitude de sujets, c'est très intéressant. Et un espace protégé. Et un espace protégé, ce qui nous renvoie à la région de la GEMA. C'est à la fois les espaces naturels qui sont en gestion de la partie particulière, mais sur lesquels on va être très d'accord. Très bien. Bon, tout ça pour dire que nous avons une passerelle à remplacer. Est-ce qu'il y a sur ce sujet des remarques ou des questions complémentaires? Mais donc aux voix, des oppositions, des abstentions. Merci. Je passe la parole à Noir pour le marché de transport des voyageurs en zone de montagne pour cet été. Merci. Alors en effet, il s'agit là maintenant de préparer le transport sur la vallée des Belleville pour cet été 2021. Cette décision a fait l'objet d'échanges avec Claude, avec les offices du tourisme, avec les élus des Belleville également. L'idée cette année, c'était, compte tenu, et c'est une expérimentation, parce qu'on a fait un certain nombre d'économies sur cet hiver, et que du coup on subodore qu'il va y avoir un peu plus de touristes cet été, et que dès lors, il convient de les accueillir dans les meilleures conditions. Ce qui fait que ce qu'on vous propose, c'est de démarrer la saison le 26 juin, mais dans la délite c'est le 30 juin, parce que on voulait pas décider avant la délibération, donc le 30 juin, de faire une sorte de montée en puissance pour clore la saison le 28. Ce qu'il y a de nouveau par rapport à l'année dernière, c'est deux choses. D'abord, c'est une boucle qui permet de s'arrêter au reverti au plan d'eau.
Et puis d'intégrer une boucle le mercredi qui permet d'intégrer le pass ascensionnel. C'est ça. Le passeport. N'en manquez pas. Le passeport ascensionnel qui est une expérimentation cette année et qui j'espère vous permettra à la station de pouvoir bien rebondir sur ce nouveau produit. Donc, cette année, ce qu'on propose, c'est un allongement de la période et puis deux circuits renforcés. Donc, voilà, ce qui vous est proposé, c'est, sauf si vous voulez que je détaille tous les montants et tous les circuits qui sont dans la note de synthèse sur les deux périodes, 30 juin, 17 juillet, 17 juillet, 28 août. Donc, ce qui vous est proposé, c'est d'approuver le renforcement de services de navettes pour l'été 2021 et d'autoriser le président à signer cet avenant qui est à intervenir avec l'entreprise Transdev qui est actuellement titulaire du marché. Merci Noir. Claude, tu veux compléter? Oui, juste un petit complément. En fait, ça s'inscrit vraiment dans une démarche assez forte pour booster l'été, avec un petit pari, c'est d'essayer d'écarter un tout petit peu sous les ailes en manger une semaine avant les vacances scolaires, peut-être une semaine après les vacances scolaires. C'est une expérimentation, comme je vous l'ai dit. Mais on sait que l'été, la mobilité, c'est un point très important. Autant l'hiver, les gens sont statiques, ils ne bougent pas, ils posent leur voiture, ils ne bougent pas, autant l'été, ils bougent beaucoup. Et on a beaucoup de demandes de transport intersites. L'intercite, c'est entre Mur, Saint-Martin, Le Torrens, voire plus bas. À terme, on va se poser la question s'il ne faut pas, une fois par semaine, qu'il y ait un circuit qui descend sur Moutier. Quelques jours de marché ou j'en sais rien. Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire bouger les gens dans l'ensemble du territoire. Très bien. Je crois, tu as raison de le présenter comme ça, c'est la manière de mettre en pratique les grandes déclarations d'intention qu'on fait sur les élargissements de saison. En effet. Depuis quelques décennies. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur ce sujet? Je n'en vois pas. Des oppositions, des abstentions. Noir, on poursuit avec le choix du prestataire pour le marché de transport public des voyageurs en zone de montagne habitant permanent. Voilà, transport à la demande, plus le transport piscine. Alors, vous le voyez, c'est le rapport numéro 11 avec plusieurs lots. Le lot 1, Notre-Dame-du-Pré jusqu'au marché. Le lot 2, c'est un lot de Moutier, du Carmos jusqu'à Moutier. Le lot 3, c'est Saint-Martin, Saint-Jean, Villard-Burin et Marché. Et le lot 4, c'est Saint-Marcel, Moutier, Salins, piscine du Morel, durant toute la période estivale. Et là aussi, on passe par l'EHPAD. Du 7 juillet au 1er septembre. Alors, on va faire une petite publicité, alors la publicité va vous être adressée, on va mettre ça sur les sites internet. Cet été, je me la coule douce, je vais à la piscine en bus. Voilà, on essaye de communiquer là-dessus parce que là où je blesse, notamment sur ce lot-là, c'est la publicité. Donc, sur ces lots, on a fait une consultation à l'issue desquelles, il y a Trans-Savoie sur le lot 1 pour un montant de 20 094,98 €. Sur le lot 2, Trans-Savoie pour un montant maximum de 5 116,80 €. Sur le lot 3, Taxifab pour un montant maximum de 6 760 €. Et pour le lot 4, 6 472,80 €. Tant entendu qu'on a vraiment insisté pour qu'il y ait de la concurrence. Vraiment insisté pour qu'il y ait de la concurrence. Donc voilà, ce qui vous est proposé, c'est d'approuver ces marchés avec ces 4 lots avec Trans-Savoie et Taxifab. Bien, merci Noir. Merci. Tu as bien fait d'évoquer la question de la communication, qu'on a évoquée cet après-midi d'ailleurs, sur lequel il va y avoir un relais auprès de chacune des communes, avec l'objectif, c'est que chaque commune puisse à son tour le relayer. Et avec la densité de l'offre qui est faite, parce que la piscine, on est sur quelque chose qui commence à être historique,
L'EHPAD, c'est complètement nouveau. Et on a souhaité, puisqu'on a ce transport qui va jusqu'à la Léchère, enfin jusqu'à Bellecombe, on a souhaité pouvoir passer avec Blanche, parce que finalement les tours, c'est rien du tout, et on touche une cible publique qui est complémentaire. Donc du coup, ça nous semblait intéressant de le faire. C'est important qu'on puisse bien le relayer, et puis qu'on puisse aussi diffuser les grilles d'horaire pour que chacun puisse en profiter au maximum. Qu'il soit utilisé ou pas, j'ai envie de dire, ça va coûter. Donc autant qu'il soit bien utilisé. Et puis là encore, au-delà des déclarations d'intention, il se trouve que là, on a une vraie mise en pratique des mobilités collectives. Ben, il faut les utiliser si on veut que ça puisse perdurer. Est-ce qu'il y a à Noir des questions sur des remarques sur ce sujet? Et puis je voulais saluer aussi le travail qui a été fait par Justine et les services sur cette com qui est engageante. Voilà, ça donne envie. Alors, est-ce qu'il y a... Oui, Noir. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Merci. Juste un petit dernier point, hors du jour, c'est pour le transport scolaire. Vous savez qu'actuellement, c'est la période des inscriptions. Invitez vos habitants à s'inscrire maintenant. Hein. Ça fait un moment qu'on fait la publicité, ils le savent. Il ne faut pas oublier, parce que passé le 20 juillet, on passera sur un volet sanction qui n'est jamais bien... Voilà, quand on s'inscrit en retard, alors même que ça fait plus de 2 mois maintenant que les choses... Plus de 2 mois, oui, que voilà, derrière, on est obligé, nous, d'organiser les transports. Et, bon, voilà. Donc, actuellement, on a 645 inscrits ce matin, là où d'habitude, on en a 850. Donc, bon, voilà. Alors, Stéphanie, est-ce qu'on peut prévoir de faire le point avec Magali pour qu'il puisse y avoir une communication à l'endroit de chacune des communes? C'est demandé, ok. Pour qu'on incite chaque commune à en faire le relais, et y compris le relais auprès de leurs écoles, pour que le message soit passé directement auprès des enfants. Parce que qu'on accuse une baisse, c'est malheureusement un constat, puisqu'on rentre dans le creux, voilà. On rentre vraiment dans le creux démographique maintenant. Par contre, là, ça fait beaucoup le différentiel quand même. Voilà. Merci Laure de cette précision. Je passe la parole à Daniel pour la structuration GEMAPI. Alors, cette structuration GEMAPI, ça fait suite à tous les travaux déjà que le Conseil communautaire a pu avoir et toutes les informations que nous avons eues. On est ce soir, à la faveur de ce rapport, occupé de poser la première pierre, s'agissant de notre territoire, la première pierre d'une évolution du sujet GEMAPI, mais pas la construction d'un baraque. On est vraiment sur la pose de la première pierre. Il y a même des fondations. Je profite d'avoir la parole parce que tu mènes le conseil au pas de charge pour donner à tous le plaisir qu'on a de vous accueillir à votre cours avec Annie Venu et le plaisir de vous voir nombreux ici ce soir. J'en profite aussi pour remercier la commune des villes qui a accueilli la commission géographique de la mémoire la semaine dernière, et je peux y être pas. Pour la structuration donc, de la GEMAPI au niveau du bassin versant, comme dernier conseil communautaire d'Isétor et André Pointet sont venus vous présenter le projet, sachant que l'eau coule toujours et ne s'arrête jamais aux frontières des EPCI. C'est vrai qu'une réflexion à l'échelle de la source et au moins jusqu'au conflit avec Paris semble nécessaire et intéressante pour voir les organisations coordonnées, sachant en plus que cette coordination est aussi un élément indispensable à l'obtention des moyens nécessaires. Pour autant, je crois qu'aucun des EPCI qui veut travailler en coordination ne veut abandonner la totalité de son opérationnalité. Et ce qui est proposé ce soir, c'est de faire une déclaration de principe pour proposer les fondations de cette structure, sachant qu'il y a beaucoup de travail à faire, que c'est fait un accord de principe pour commencer à travailler sur la façon dont ce sera fait, en précisant quand même
qu'on tient à garder au niveau opérationnel et dans chaque pays, surtout dans d'autres, puisqu'on est ici, une certaine capacité opérationnelle sur nos problèmes internes. Personnellement, je pense que c'est une évolution qui doit être faite et qui sera intéressante. Après, il faudra effectivement choisir les briques qu'on mettra pour chaque ligne. Et ça, ce sera toute notre histoire. Au-delà de ce que dit très justement Daniel, vous savez qu'il y a un sujet qui est pendant, de savoir si c'est un épage ex nihilo ou si c'est un épage dans le prolongement de la PTV. L'État s'intéresse à cette question, a un avis sur cette question, et souhaite que nous en débattions, et nous réunit le 13, c'est ça dans les belles villes d'ailleurs. C'est ça, hein, Daniel? Non, les présidents d'Interco et les VP en charge de la GEMAPI. Voilà, on en profite pour le faire juste avant, je crois, la signature. Mais je ne le dis pas pour vous noter dans vos agendas, pour vous ayez en tête que l'État s'intéresse à la question de cette structuration. Et c'est dans les belles villes, je crois. Voilà. L'État s'intéresse à cette structuration et l'État a un avis sur le portage qui doit être celui qui sera retenu. Donc voilà, je crois que c'est bien que assez rapidement après la fondation, on puisse commencer à envisager les plans pour la suite. Voilà. Il faudra savoir ce que veut l'État et si c'est donc Daniel, simplement pour rappeler ce soir, donc on dit qu'on est OK pour une structuration, qu'on engage donc notre communauté dans ce sens-là, et qu'on définira dans un second temps la répartition et le portage. Et on privilégie le maintien d'une mise en œuvre opérationnelle maintenue dans la communauté de communes avec une délégation fonctionnelle à la population. Très bien. On le note et on prend acte. Très bien. Parfait. Est-ce qu'il y a des remarques complémentaires, des questions que vous auriez sur ce sujet? Georges? Est-ce que les autres communautés de communes sont appelées à délibérer sur la même chose? Elles sont appelées à délibérer sur effectivement la création de la structure, j'ai approuvé. C'est pour ça qu'il n'est pas vous André Pointet, on fait la tournée des proposes. Et aujourd'hui, je pense que chacune doit se déterminer. Je pense bien entendu à Rosal. Apparemment, ils sont plus demandeurs qu'ils ne l'ont été. Après, ça ne veut pas dire que sur les enjeux de présidence et de gouvernance, il n'y aura pas les débats. Oui, c'est ça, en fait, il y a vraiment deux sujets. Aujourd'hui, je crois que toute la parenthèse est d'accord pour dire qu'il faut qu'on ait une gestion avec une compétence unique qui emmènera les subdélégations, c'est autre chose, mais en tous les cas avec une compétence unique. Là où le sujet reste une difficulté, c'est effectivement sur qui est le porteur et quelle est la gouvernance qui est mise en œuvre. Voilà. Là, et c'est pour ça que l'État a bien senti le truc et précipite cette réunion du 13 juillet. Voilà. D'autres remarques ou questions? Je vais donc mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Ensuite, le point 13. Alors, sur le point 13, c'est une modification de la liste des délégués, de nos délégués de Cœur de Tarentaise à la PTV. Comme vous vous en souvenez tous, désormais, ce ne sont plus les communes qui sont adhérentes à la PTV, mais ce sont les communautés de communes, et c'est donc les communautés de communes qui envoient directement des délégués. Nous, on a gardé cette prudence de représenter les communes, toutes les communes, dans ce que nous envoyons comme titulaires et suppléants à la PTV. Nous avons, sur notre territoire, je dis les choses de manière très claire sur ce rapport, Jocelyne Abondance, qui est une vice-présidente de la PTV, mais qui siégeait ès-qualité conseillère départementale. Comme vous le savez, c'est désormais, comme nous l'a rappelé Noir, Fabienne, qui est conseillère départementale sur le territoire, ce qui ne permet pas en l'état à Jocelyne
de pouvoir se maintenir et notamment d'assurer la poursuite de ses missions comme vice-présidente de la PTV sur les services à la personne et les questions de santé, ce qui nous semblait fort regrettable. Et je veux saluer ici les échanges qu'on a eus avec Jean-Paul de Bortoli, qui est le représentant que nous avons envoyé à la PTV comme titulaire, qui a accepté que nous puissions revisiter les délégués que nous envoyons du côté de Cœur de Tarentaise, pour que Jocelyne puisse être désormais une de nos déléguées titulaires, à la place, si je puis dire, de Jean-Paul, et Jean-Paul intervenant en qualité de suppléant. Je remercie vraiment Jean-Paul parce que ça permet d'assurer la poursuite sur les missions de cette vice-présidence, qui est une vice-présidence importante pour notre territoire. Et évidemment, ça n'empêchera pas Jean-Paul de poursuivre ses engagements au sein de la PTV, notamment dans les travaux des commissions, où je sais qu'il est actif, et il est privé, si je puis dire, simplement de sa voix délibérative, dès lors que Jocelyne sera présente, puisque si elle ne l'était pas, sa qualité de suppléant lui permettra à ce moment-là de délibérer. Voilà, je vous ai dit en toute transparence comment cette délibération intervient à un moment donné dans nos travaux, et je remercie à nouveau Jean-Paul de la manière avec laquelle on a pu opérer cette évolution, si vous l'acceptez. Est-ce que j'ai besoin d'être plus clair, ou est-ce que c'est bon pour chacune et chacun, Romain? Je voulais juste savoir si Jean-Paul il avait une implication particulière à la PTV, si ça aurait une incidence aussi, le fait que Jean-Paul ne soit pas. Je suis dans la PTV, effectivement. Je ne serai plus au comité directeur, puisque Jocelyne m'a remplacé. Par contre, je participe à un certain nombre de commissions à la PTV, en particulier tout ce qui est espace valéen, donc tout ce qui est Toulouse Festival, tout ce qui est SCOT. J'ai une réunion cet après-midi sur le SCOT et l'habitat à la PTV, donc j'essaie de travailler sur un certain nombre de sujets à ce niveau-là. Voilà, mais je ne sais plus le délégué au conseil syndical de la commune de Nogent-du-Pré. Pour répondre précisément à ta demande, là où Jean-Paul siège dans les commissions, il continuera de siéger dans les commissions, puisque c'est la qualité d'élu du territoire qui permet de siéger dans les commissions. Voilà. Et non pas la qualité de délégué titulaire ou suppléant d'ailleurs, envoyé par les communautés de communes. Voilà. Qui c'est qui remplace Jocelyne à la vice-présidence? Et bien justement, l'idée c'est que Jocelyne puisse poursuivre sa mission à la vice-présidence. Juste en étant titulaire. C'est ça. En fait, on ne change pas. L'idée c'est de ne pas changer le bureau, mais pour qu'on puisse ne pas changer le bureau, il fallait que Jocelyne puisse siéger au comité syndical. Alors pour siéger au comité syndical, il fallait qu'elle soit titulaire dans sa commune. Enfin, il fallait qu'elle soit titulaire envoyée par nous, en l'occurrence représentant sa commune. Voilà le truchement. Donc par rapport à la liste initiale, il n'y a que sur le secteur Notre-Dame-du-Pré, on va dire, qu'il y a ce changement. Voilà. Je vous propose donc de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et bah, tu as raison, on l'a de pas charge, Daniel, c'est communautaire, puisqu'on arrive au bout de la délibération. Deux informations que je souhaitais vous partager. La première, elle est tout de suite devant nous, c'est le 1er juillet. Le 1er juillet, nous allons signer la convention Petite Ville de demain. Donc c'est Claude qui signera pour la communauté de communes. Comme vous le savez, c'est le support de Moutier qui porte cette petite ville de demain, mais un certain nombre d'équipements qui sont sur le territoire et qui sont communautaires doivent pouvoir profiter de la dynamique de ce contrat qui va nous lier à l'État et un certain nombre de partenaires. Et cette signature se fera à l'occasion d'un déplacement sur le territoire de Joël Giraud, qui est secrétaire d'État
à la ruralité. Ce sera l'occasion de parler aussi de chasse, par exemple, avec lui, Donatienne et Claude. Vous me comprenez. Voilà, donc ça c'est le 1er juillet. On commencera cette visite par un temps d'échange avec les présidents d'intercours de Tarentaise. C'est l'occasion d'avoir une vision un peu plus large que notre seul territoire. On fera ensuite une déambulation dans Moutier, parce que l'idée c'est que le secrétaire d'État voit comment on inscrit la dynamique Petite Ville de demain dans le prolongement de ce qui a été fait dans le cadre du contrat de redynamisation. Et puis, ensuite, ce temps de signature de convention qui se fera à la salle des fêtes. Si certains d'entre vous souhaitent être présents pour la signature de convention, vous êtes les bienvenus. Et il faut être présent, Adrien, à 15h à la salle des fêtes, c'est ça? Oui. Voilà, 15h à la salle des fêtes de Moutier, jeudi 1er juillet, s'il y en a d'entre vous qui souhaitent s'associer. Deuxième date à vous indiquer, le 24 juillet prochain, sur ce site à Haute-Cour, inauguration du sentier artistique 2021 dans le cadre des Arts en Adrets, et l'occasion de fêter les 20 ans du sentier artistique à Nice. C'est ça. Alors la semaine de mai, il y aura la chorale du Clavier qui chantera dans l'église de Pau. Très bien. Alors l'inauguration, mais il y a quand même une semaine, il y a une semaine où les artistes sont là pour créer. Donc il reste 6 œuvres à créer sur le thème animal qui était prévu l'année dernière, mais les artistes n'ont pas pu être là. Et donc il y a ces 6 œuvres-là, et il y a l'œuvre gigantesque qui est prévue pour les 20 ans de l'association de Les Arts en Adrets. Voilà, donc il y a une œuvre monumentale qui marquera le 20e anniversaire. Cette œuvre monumentale, elle doit être à côté du lac, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, elle va être installée autour du lac. Voilà, et il n'y a pas de débat, c'est pas la moto de Johnny Hallyday, là, dans l'actualité. Bah, Ceux qui suivent l'actualité. Ça sera la surprise. Ce sera la surprise. Il y a toujours des c'est ça. Voilà, donc ça c'est le 24 juillet prochain, et nous y sommes, je crois, tous conviés, naturellement. Ensuite, on a un prochain bureau communautaire. Alors là, c'est la trêve estivale. Hein. Prochain bureau communautaire, le 29 août 2021. Le 29 c'est un dimanche. Ben alors, c'est Kirsten qui m'a écrit des bêtises, là. Alors, Kirsten, c'est quand? Le 27 juillet. Oui, on a reçu une convocation pour le 27 juillet. Bureau exceptionnel. D'accord. Bon, ben bon, ne me dit rien. Donc voilà. Et le prochain conseil communautaire? Le 7 septembre. Le 7 septembre. Et c'est tout vérolé, hein, ce que vous m'avez donné. C'est Christis, là. Donc, un bureau exceptionnel le 27 juillet et un prochain conseil communautaire le 7 septembre. Par contre, l'histoire ne dit pas où on va le faire, ce conseil communautaire. Notre-Dame-du-Pré. Bon, c'est validé, c'est ça? Très bien, je crois que ça fait longtemps qu'on n'est pas allé. C'est où? C'est au Plaine qu'on fait là, normalement. Ouais. Ouais. Romain. Du coup, je peux changer de sujet. Enfin, du coup, c'est un peu lié peut-être à la technique de demain et à la mobilité. Et c'est une requête qui vient des Belleville. Donc, je me fais écho d'autres élus. C'est concernant les bornes électriques, le développement des bornes électriques, parce qu'il s'avère qu'il va y avoir, enfin, qu'il y a une prévision d'augmentation de ce nombre de véhicules. Et il serait intéressant qu'en fond de vallée, il y ait la possibilité de recharger ces véhicules. Alors, on en a parlé pas plus tard que jeudi, c'est ça? Jeudi dernier, et donc le principe c'est qu'avec Franck Grasse, on puisse avoir un travail qui concerne aussi le Pont-de-Vallée, dans la mesure où il y a une massification qui est possible autour des travaux qui seront réalisés sur la partie du haut. Voilà. Donc on est effectivement dans cette dynamique. Voilà. D'autres remarques ou sujets à partager en cette fin de réunion? Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On lève donc la séance et on suit le guide, c'est ça, Daniel? Le chalet d'Atra. Tout le monde voit où ça se trouve, le chalet d'Atra?
Vous avez intérêt parce que c'est quand même un outil communautaire. Dès que vous voyez l'eau du lac, vous allez il y a un petit chemin qui descend ici. Vous pouvez y aller. Merci et bon été. C'est belle là.